la partie. Bon, on va parler de la révision, la procédure de révision de la Constitution, ok. Comment ça se passe? D'abord, la première question, c'est est-ce que c'est plus ou moins rigide que les lois spéciales? C'est plus ou quoi? Ou moins rigide de changer la Constitution que d'adopter des lois spéciales? Plus ou moins rigide, ouais. Gladys? C'est gratis. Gratis. Ok. Je dirais que c'est moins rigide. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, on a un quorum identique, hein, un quorum de participation tous les 2 tiers. Sauf que pour la loi spéciale, il faut une majorité absolue dans chaque loi linguistique, chose qu'on n'a pas pour la Constitution. Ouais, donc pour toi, c'est moins rigide. Oui, moins rigide quoi. Moins rigide. Que de réviser que de faire une loi spéciale. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre conception des choses? Ouais. On pourrait aussi dire que c'est plus rigide parce que ça s'étale sur plusieurs législatures. Exactement. On peut dire que c'est moins rigide effectivement parce que pour les lois spéciales, il faut une majorité dans chaque groupe linguistique, par exemple. Alors que, effectivement, on pourrait aussi dire que c'est plus rigide parce que pour changer la Constitution, ça se fait en 3 temps et ça se fait sur 2 législatures. Ok. Donc justement, quelles sont ces 3 étapes? Quelles sont les 3 étapes de la procédure de révision de la Constitution? Sarah. Il faut que chaque branche du pouvoir législatif note des articles à réviser. Ok, c'est quoi ces 3 branches du pouvoir législatif? Le Sénat, la Chambre et le fédéral. Tout à fait, ok. Et il faut qu'elles adoptent quoi? Tu as dit il faut désigner les articles, ça s'appelle comment ce texte? On fait ce qu'on appelle une... Déclaration. Voilà, une déclaration de révision de la Constitution. Et donc, en gros, il faut que ce soit identique, c'est-à-dire il faut que... Il faut qu'on puisse réviser un article, les trois branches les mentionner. Exactement, il faut que les 3 branches soient mentionnées. Alors, est-ce que justement, vous savez ce qui s'est passé en 2018? En 2018, non, c'est en 2019, en fait, les élections, c'était les élections de mai. Donc c'est en 2019, en fait. Ouais. Mais je crois que le gouvernement de Charles Michel a fait une déclaration de révision beaucoup plus restreinte que les chambres. Et c'est ça qui a causé, en partie, les problèmes des négociations parce que tout n'était pas ouvert à la révision et donc on ne pouvait pas envisager une réforme de l'État aussi large qu'on... Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Sénat, d'abord la Chambre a voté une déclaration qui reprenait pas mal d'articles. Le Sénat en a enlevé un petit peu. Mais ce qu'a fait le gouvernement Michel, c'est qu'il a complètement essoré le texte, en fait. Et donc, le gouvernement a décidé de soustraire des articles, alors que la Chambre et le Sénat s'étaient mis d'accord sur des articles à réviser. Pour vous, est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce que ça vous choque? Ça ne vous choque pas, Maxime? C'est un problème pour la séparation des pouvoirs, parce que ça veut dire que le gouvernement peut à tout moment décider qu'il n'a pas envie que la Constitution soit modifiée dans une certaine voie, on va dire, et donc peut restreindre complètement les articles soumis à la déclaration. En quelque sorte, oui, même si là, le roi, il a agi en tant que pouvoir exécutif, donc pouvoir législatif. Et donc, séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, je ne dirais pas qu'elle est violée. Par contre, effectivement, ce qui est problématique avec cette déclaration, c'est que, oui, on a une volonté populaire qui est exprimée par la Chambre pour voter autant d'articles, de les soumettre à révision, et qu'ensuite, le gouvernement et c'est ça qui était aussi très important, c'est que le gouvernement, en fait, était démissionnaire. Il n'avait plus de majorité, il était déjà minoritaire et en affaires courantes. Et que ce gouvernement, qui n'a finalement plus de légitimité démocratique, puisqu'il est démissionnaire en affaires courantes et minoritaire, puisse restreindre la volonté populaire de la Chambre qui est élue sur la base d'élections. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez particulier. Ouais. Je ne comprends pas dans quelle mesure il n'y a pas un problème justement au niveau de cette déclaration de révision de la Constitution, dans le sens où le roi, qui est à la fois un organe exécutif et législatif, dans quel sens il n'y a pas un problème au niveau des séparations de pouvoir, vu qu'il agit quand même dans la déclaration de révision, qui est un processus législatif, alors qu'il est une des branches du pouvoir exécutif également. Oui, il est le pouvoir exécutif, mais il est aussi le pouvoir législatif dans certaines missions, comme par exemple, il peut déposer des projets de loi, il peut aussi, il promulgue, il publie, etc. Donc c'est aussi une branche du pouvoir législatif. Et voilà, c'est comme ça qu'est faite la Constitution, c'est de se dire qu'il faut un accord qui soit global en fait, du roi, du Sénat et de la Chambre pour pouvoir changer ça. Alors, oui, on pourrait considérer que ça ne correspond plus à l'idée de la séparation de pouvoir actuellement. On pourrait défendre et dire justement que le roi ne devrait plus faire ça. Il ne devrait plus soumettre à déclaration. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de bétonner le truc. Mais est-ce que c'était conçu dans cette optique-là? Justement, la deuxième question que je vais poser, c'est est-ce qu'un gouvernement démissionnaire peut, selon vous,
peut, selon vous, déclarer des articles à la révision constitutionnelle alors qu'il est démissionnaire? Ouais. Mais, il y a eu deux cas précédents, en 68 et en 74. Et voilà, ils se sont un peu contredits. Et en 2010 aussi, un gouvernement démissionnaire a contresigné une déclaration de révision. Donc voilà, actuellement, ils se sont un peu. Oui, en fait, historiquement, un gouvernement démissionnaire peut le faire. Et il peut le faire, et normalement, en fait, normalement, c'est pas un problème, parce que ce que fait le roi, c'est qu'il va exactement mettre dans la déclaration ce qu'a mis la Chambre. Et donc, il n'y a en fait pas de problème, puisque le gouvernement démissionnaire, le problème du gouvernement démissionnaire, c'est qu'il est plus contrôlé par la Chambre, parce qu'il est déjà tombé. Et donc, la Chambre ne peut plus le faire tomber. Vous savez qu'il y a une sorte de contrôle enfin, il y a un contrôle qui s'exerce de la Chambre sur le pouvoir exécutif, il peut le faire tomber, qui peut provoquer de nouvelles élections, etc., etc. Donc, là, en fait, le problème avec un gouvernement démissionnaire, c'est que la Chambre n'a plus d'emprise sur lui, ne peut plus le faire tomber. C'est un problème. Mais si le gouvernement ne fait en fait que déclarer à révision les mêmes articles qu'a déclaré la Chambre, où est le problème? Puisque le pouvoir censé le contrôler a exactement pris les mêmes dispositions à déclarer que le roi, le gouvernement. Donc ça ne devrait pas être un problème. Par contre, ça devient un problème si le gouvernement missionnaire, qui n'est plus contrôlé, prend un acte politique qui est finalement de restreindre la liste des articles. Et donc là, justement, quitte peut-être sa fonction, autant le gouvernement missionnaire peut déclarer des articles à révision si il s'aligne sur la volonté de la Chambre, de là où s'exprime la volonté populaire, mais si il prend un acte politique en enlevant certains articles, là, ça pose un peu plus de questions. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, le roi, entre guillemets, n'est pas influencé par son pouvoir exécutif dans le cadre de son pouvoir qui normalement devrait être purement législatif? Est-ce qu'il n'est pas influencé? Oui et non, parce qu'il pourrait dire que législativement il fait cette décision-là. Mais clairement que ça pose un problème en termes de légitimité démocratique. Quoi. Ouais. Ok, donc ça c'était effectivement petit détour par l'actualité. Donc la première étape, c'est on déclare à révision certains articles dans des déclarations de révision. Ouais. En fait, je comprends pas vraiment super bien cette étape-là. Le gouvernement est obligé de dire la même chose que la Chambre et le Sénat, et s'il ne dit pas la même chose. En fait, c'est que les articles qui sont identiquement cités dans les trois déclarations, celle de la Chambre, celle du Sénat, celle du roi. Si maintenant chacun s'accorde pour mettre articles 2 et 3, articles 2 et 3, articles 2 et 3, les articles 2 et 3 sont soumis à révision. Si maintenant le Sénat dit 2 et 3, la Chambre dit 2 et 3, mais que le gouvernement dit 2, le 3 est exclu. Ok. Ok. Et donc si le gouvernement dit genre 6 et les deux autres non, il est exclu aussi. Il est exclu aussi. Il faut que ce soit identique pour les trois. Ok. Ok. Donc première étape, c'est ça. Quelle est la deuxième étape? Ouais. C'est la dissolution des chambres, non? Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on dissout les chambres? On va toujours essayer de comprendre pourquoi. Ouais. On veut provoquer des nouvelles élections pour faire participer le peuple. Exactement. La première raison, c'est que on se dit on va faire de nouvelles élections, comme ça il va y avoir un débat. Si on dissout l'Assemblée, il va y avoir un débat, et donc la population pourra se mettre d'accord sur comment réviser cet article in fine lors de la troisième étape. Ouais. Il y a aussi Attends, j'avais juste amené sur ce point d'abord, alors si tu veux. Alors, selon vous, est-ce que c'est vraiment un objectif qui est atteint? Ouais. Vas-y, Virgile. Mais moi je dirais que non, parce qu'on ne débat jamais des normes constitutionnelles quand il y a des élections. Effectivement, lors des débats électoraux, je ne sais pas si vous avez participé aux dernières élections en 2019, vous avez 18 ans, il me semble. Ben oui, qui peut dire, franchement, s'il a vu un débat à la télévision sur comment réviser tel article? Non, c'est des débats sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'environnement, mais on ne parle jamais de comment on va réviser la Constitution. Moi, c'est un débat qui est très peu dit. Alors oui, effectivement, la NBA politiquement, il joue sur la séparation de la Belgique, il joue sur la répartition des pouvoirs, etc. Mais jamais on va avoir de débat sur comment vraiment changer un article, réviser, quoi. Donc cette mission-là n'est pas atteinte. Quel est le deuxième objectif de cette... ouais. Donc démotiver le législateur de s'engager un peu sans y réfléchir trop dans une révision de la Constitution. Tout à fait, c'est désinciter la Chambre à multiplier les révisions constitutionnelles, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque c'est dissous, lorsque l'Assemblée est dissoute, en fait c'est 150 personnes qui perdent leur emploi, qui potentiellement mettent leur mandat en jeu. Donc c'est quand même dangereux. Si maintenant vous avez un travail et que
vous pouvez changer tel ou tel règlement et chaque fois vous devez mettre votre mandat en jeu, ben voilà, c'est une décision que vous ne prenez pas à la légère. Mais du coup, quelle est la parade? Ouais, De le faire en fin de législature. voilà, on le fait en fin de législature, comme ça on peut changer la constitution sans remettre vraiment en fait son mandat en jeu. Donc cette date de dissolution, elle n'est pas vraiment, enfin, l'objectif en tout cas qui était prévu pour cette dissolution, pas vraiment atteint. Hein. Pas vraiment atteint. Et enfin la troisième étape, c'est laquelle? Ouais, La révision proprement dite. ouais, c'est-à-dire comment ça se passe? Quelles sont les règles de procédure? Ben, donc il y a soit les ministres, soit les parlementaires qui font des propositions de révision de la Constitution. Et alors elles sont votées selon les modalités de vote dont on avait parlé, donc 2 tiers de quorum et 2 tiers de vote positif. Ouais, Et voilà, dans la Chambre et dans le Sénat. ok. Est-ce que vous pouvez me prendre l'article 195 de la Constitution? Donc je répète, si tu n'as peut-être pas parlé assez fort, qu'effectivement, donc la révision de la Constitution, c'est un projet ou des propositions proposées par le Parlement ou par le gouvernement si c'est un projet, qui vont se mettre à révision. Ok, bien. La majorité, il nous dit, c'est majorité des 2 tiers dans le quorum et majorité des 2 tiers dans les voix. Alors, ok, mais souvent on se pose la question comment sont calculées les voix. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va continuer dans le cours, parfois il est dit que c'est 2 tiers des suffrages. Ça veut dire quoi 2 tiers des suffrages, selon vous? Ouais, Des votes, quoi. ouais, c'est 2 tiers des votes. Si je dis 2 tiers de l'Assemblée, ça veut dire quoi? Des votes. Mais des gens présents. Non. Des votes. Si je dis 2 tiers, effectivement, si je dis 2 tiers des votes, c'est 2 tiers des gens qui ont voté. Si je dis 2 tiers de l'Assemblée, c'est un chiffre absolu. Par exemple, 2 tiers de 150, c'est 100. Ok? Mais s'il n'y a que 100 députés, donc ça diffère. Si on demande 2 tiers des suffrages ou 2 tiers de l'Assemblée, c'est différent. Les majorités se calculent différemment. Vous avez bien compris ce point? Ouais? Alors, que dit l'article 195 sur cette procédure de révision? Ouais, Je la lis. ouais, dis-la. Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telles dispositions constitutionnelles qui le désignent. Après cette déclaration, les 2 chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué 2 nouvelles conformément à l'article 46. Ces chambres statuent d'un commun accord avec le roi sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si 2 tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents. Et nul changement ne sera adopté s'il n'est réuni au moins les 2 tiers des suffrages. Et nul changement ne sera, je ne sais plus quel est le terme, s'il n'obtient pas les 2 tiers des suffrages. Ça veut dire quoi? Il faut 2 tiers de vote positif. Il faut 2 tiers de votes émis qui soient positifs. Est-ce que c'est le cas? Tes souhaits. Est-ce que, effectivement, la Constitution dit qu'il faut 2 tiers des votes émis, des suffrages exprimés. Est-ce que, pratiquement, c'est le cas? C'est compliqué à faire. Pardon? C'est compliqué à obtenir. Oui, ça c'est certainement compliqué à obtenir, mais c'est parce qu'on a envie justement que la Constitution soit assez difficilement modifiable. C'est pour ça que c'est aussi peu révisé. Oui, mais concrètement, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Ouais, Gladys? Les intentions, on ne prend pas compte des intentions, donc c'est un peu. Oui, tout à fait. En fait, depuis la législature 68-71, on a voulu faire une modification constitutionnelle. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec les abstentions, on n'allait pas avoir la majorité des 2 tiers. On a fait le crime parfait, on a modifié le règlement des assemblées. En modifiant le règlement des assemblées, en fait, c'est un texte qu'on ne peut attaquer nulle part, en fait. Et en modifiant ce règlement des assemblées, on a décidé que ce qu'on prenait en compte, c'était les votes négatifs et les votes positifs. Donc, excite les abstentions. Donc, ça fait que, par exemple, sur 100 votes, il y en a, par exemple, il y a, imaginons, 2 oui, 1 non et 97 abstentions, ça veut dire que ça passe. Parce qu'on a 2 tiers. Ok? Donc, c'est assez particulier parce que c'est pas ce que dit la Constitution. Et pourtant, enfin, on ne comptabilise maintenant plus les abstentions dans le vote. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on fait, ça a déjà été abordé, mais pourquoi, est-ce que, à votre avis, on fait 3 phases comme ça? Ouais, tu lèves la main ou pas? Non? Ouais, vas-y. Pour que ce soit relativement complexe et qu'il y ait une certaine stabilité à la Constitution. C'est ça, c'est l'idée qu'on ne change pas facilement la Constitution. En quelque sorte, certains disent qu'il y a le peuple perpétuel qui vaut sur le peuple actuel, et que donc il faut 2 législatures pour s'assurer que la modification constitutionnelle soit vraiment prise en connaissance de cause. Quoi. Okay. Du coup,
est-ce que c'est possible de changer la Constitution au cours d'une seule législature? Vas-y. Ben non. Non. Quelqu'un a une autre position? Ouais. Oui, si la législature est constituante. Enfin, Non. si elle a déjà reçu une déclaration constituante. Oui, mais la question c'est vraiment est-ce que sans déclaration de constitution, Ah, est-ce ok. que tu peux le faire? Ouais. S'ils ils se mettent vite d'accord et qu'ils ont les mêmes idées, enfin, qu'ils se rejoignent un peu sur les mêmes points, ça peut peut-être être plus rapide. Ça irait plus vers le non que vers le oui. Ouais, pourquoi pas, s'ils se mettent tous d'accord, mais comment? Ouais. Je dirais si l'article en question a été modifié partiellement, pas totalement, donc on va remodifier la deuxième partie n'a pas été modifiée lors la première révision, tu vois. Non, j'ai du mal à comprendre. Redis un peu. Donc si par exemple ils veulent modifier un article qui a plusieurs parties, et que la première partie avait déjà été modifiée lors de la première. Ah oui, ça c'est la révision implicite, on y viendra. Mais même avant ça, même, en fait, oui, c'est ce qui a été fait en 2012, c'est ça. En 2012, en fait, ce qu'on a fait, c'est que il y avait un article qui n'était pas soumis, il y a plein d'articles qui n'étaient pas soumis à révision et qu'on voulait quand même réviser pour la réforme de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a modifié l'article 195 de la Constitution, l'article 195, celui de la procédure de révision de la Constitution, et on a mis une disposition transitoire en disant que tel article, en fait, ils peuvent être changés au cours de cette législature-ci, alors qu'il n'y a pas eu de déclaration. Donc, en fait, le tips, c'est de modifier l'article qui permet la procédure de révision pour dire, en fait, ah, exceptionnellement, on fait ceci. Et donc, c'est ce qui a été fait en 2012. Ok? Donc, encore une fois, il est encore possible de, finalement, d'outrepasser ces trois étapes, quoi. Et donc, j'arrive à cette question, au fur et à mesure qu'on a, là, on a quand même pas mal abordé la procédure de révision. Est-ce que pour vous, cette procédure de révision, elle est encore adaptée? Ril? Ben, nous, on a vu plein de problèmes. Donc, déjà, le fait qu'on puisse enfin, que son objectif n'est pas rempli, puisqu'on peut la surpasser facilement, comme vous venez de dire, en ouvrant 195, mais elle ne remplit pas aussi les objectifs de débat ou de crainte qu'elle devait remplir, donc elle n'est pas du tout adaptée, quoi. Ouais, elle n'est pas du tout adaptée. Et en fait, preuve en est, c'est le nombre de violations qu'on en a faites, en fait. Normalement, il est censé avoir 3 phases, mais il y a moyen d'en avoir une seule. 2, on remarque que c'est compliqué et qu'en fait, on ne peut pas avoir de procédure accélérée pour s'il y a une norme internationale qui violerait la Constitution. Donc, c'est pas très adapté avec l'effervescence du droit national. 3, dans les procédures de vote. Procédures de vote, c'était les abstentions comprises, et maintenant, en fait, on ne compte plus les abstentions dans les suffrages. Quoi d'autre encore? 4 aussi la mission de dissolution qui n'est pas du tout en fait respectée. Il n'y a ni des débats, ni en fait une remise en cause des sièges des députés, puisqu'ils font ça à chaque fois à la fin de la législature. Il faut savoir que depuis 1980, j'ai noté quelque part, je crois que c'est sur les 40 dernières années, donc on est en 2020, ouais, donc depuis 1980, on n'a eu qu'une seule fois une législature qui en fin de course n'a pas voté de procédure de révision de la Constitution. Donc c'est quand même assez particulier de dire qu'on a une procédure rigide qui en fait est révisée presque tout le temps. Et de voir autant de violations. Donc ça montre qu'elle n'est pas adaptée ni au tissu international pour adapter les normes internationales, et 2, si les normes sont à ce point violées, c'est que si on piétine à chaque fois la Constitution, ça montre que les procédures finalement devraient être améliorées pour essayer d'avoir une Constitution qui soit peut-être plus souple, mais qui réponde, enfin, mais qui soit respectée, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la majorité flamande? C'est-à-dire? Dans le sens où il nous faut un quorum de 2 tiers dans les deux chambres, mais on a quand même une majorité démographique flamande. Donc, ce quorum, s'il y a majoritairement plus de votes des flamands, ils peuvent dicter, entre guillemets, les prochaines dispositions de la Constitution. Oui, tout à fait. Disons qu'elle est moins adaptée au fédéralisme actuel. La procédure de révision de la Constitution, elle date de quelle année? L'article 95, elle date de quelle année? Gradis? Je ne sais plus, mais c'était quand l'État belge était encore un État centralisé. Donc, Ouais, quand? je ne sais plus. C'est pas dans les années 2000, il y a eu en 1902, puis une dernière en 2000, non? Non, non. La procédure de révision, elle date de 1830 en fait. Ah. Donc 1830 au début, où il n'y a pas d'État, comme tu dis, il n'y a pas d'État fédéral. C'est un État unitaire. Et donc, oui, il n'y avait pas cette logique de protéger les minorités francophones. Et donc oui, là, quand on regarde avec les lois spéciales, on voit que ça protège la minorité francophone. Et donc c'est peut-être une procédure qui est davantage adaptée à cette structure fédérale actuelle. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les révisions implicites. Les révisions implicites, c'est plus ou moins ce que tu avais embrassé tout à l'heure. Tu avais dit que
en fait, il y avait moyen de changer la Constitution en changeant une disposition. Effectivement, il arrive parfois que, tiens, on a oublié de mettre cette disposition-là dans la déclaration de révision de la Constitution. Par contre, en fait, on pourrait modifier cet article-là, le contenu de cet article-là, en modifiant un autre article qui était soumis à révision. Et donc, en changeant un autre article qui était soumis à révision, on peut en fait modifier un autre article qui a été pris plus tôt. Parce que alors, il rentrerait en contradiction avec un article plus récent. Et vous savez que quand on interprète les lois, les constitutions, etc., c'est l'article le plus récent qui prévaut sur l'article ancien. Et donc, il y a même ce genre aussi de méthode. Donc oui, on a une procédure en fait qui est assez inadaptée et qui correspond, comme tu dis, plus du tout à la structure de l'État fédéral, ni aux normes de droit international, et qui est sans cesse violée parce qu'on a justement une procédure trop rigide. Quels sont, selon vous, les cas où il est interdit de réviser la Constitution et pourquoi? Ouais? Tu lèves la main? Je ne sais pas, mais la loi spéciale. Non, la loi spéciale, ça c'est un autre. C'était la Constitution des Ouais, ouais. Ouais? Ben, il est interdit de procéder à la révision des décrets préconstitutionnels déjà. Disons que c'est très compliqué. Ils sont pas Effectivement, dedans, il faudrait un nouveau congrès national, etc. C'est compliqué. Alors, on pourrait le faire, je pense, mais il faut juste trouver une solution. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Pas vraiment. Ouais. Je crois qu'en cas de régence, il est interdit de réviser les articles concernant la fonction royale. Exactement. Il y a l'article 196-197 qui limite le pouvoir de changer la Constitution. Premier point, c'est que la régence, lorsqu'il y a une régence, donc lorsque le roi est mort par exemple et que son héritier a moins de 18 ans, on va mettre un régent et pendant ce temps-là, il est interdit de toucher la fonction royale. En fait, ça répond encore une fois à une idée d'un autre temps où on avait peur que le pouvoir royal soit approprié par quelqu'un d'autre qui n'a pas le sang royal, et ça répond à cette idée-là. Il y a ensuite une autre raison pour laquelle on ne peut pas réviser la Constitution. Ouais, Gradis? Je pense l'article 185. Là? 187. Non, 197. Et qui dit quoi? En temps de guerre, je pense. En temps de C'est guerre, ça. si les parlements ne savent se réunir. En temps de guerre ou lorsque les parlements ne savent plus se réunir, effectivement, il est interdit de réviser la Constitution. Mais bref, avec tout ce qu'on a vu, imaginez, vous êtes un dictateur, vous avez pris le pouvoir avec l'armée, et vous voulez changer la Constitution. Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Tu peux répéter le cas juste? Imaginez, vous êtes dictateur, vous avez réussi à prendre le pouvoir par l'armée, vous avez les institutions, la justice, vous avez pris le contrôle un peu partout, il y a l'armée qui contrôle le peuple, les révoltes, etc. Donc c'est vous qui avez le contrôle et vous dites, ben voilà, c'est le moment pour changer la Constitution. Donc en gros, on est en temps de guerre, c'est une dictature, ouais, on est en temps de guerre, est-ce qu'on peut changer la Constitution? Oui. Attends, Sarah? Bah non, il pourrait changer les libertés fondamentales de l'État et des citoyens. Oui, et donc Mais en soi, il faudrait. il pourrait le faire si c'était admis, mais on a donc on a dit qu'il ne pouvait pas le faire, En temps de guerre, ouais. et en temps de guerre, pour éviter ce genre de problème. Ouais, tout à fait. Ok. J'aurais dit quand même qu'en temps de guerre, on ne peut pas, mais si c'est un dictateur, est-ce qu'il ne peut pas changer les lois et les faire à sa manière? Si lui veut le faire, il décide de le faire parce que il n'y a plus personne pour contrôler. Ouais. Mais là, c'est la Constitution, c'est pas des lois, ouais. Moi, j'aurais dit que en droit, c'est techniquement interdit, mais en fait, le dictateur va pas, la norme constitutionnelle va pas résister au dictateur, dans les faits. Ouais, mais comment il va faire du coup? Bah, c'est ça, en gros, il ne va pas suivre la Constitution. Il ne va pas vraiment suivre ses faits. Ouais. Il va influencer justement les parlementaires à voter. Mais il les tue s'il ne veut pas. Non, c'est même plus simple que ça en vérité. C'est même plus simple que ça en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est pour ça que je fais ce casus là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution, c'est un très beau texte qui est notre texte fondateur, mais s'il faut avancer et qu'on doit le violer, on le fait. Ok? Par exemple, maintenant il faut une phase en 3 temps, en fait, on change l'article 195 de la Constitution et ça permettrait en fait de ne pas le faire en 3 temps, mais de le faire en un seul temps. Mais le dictateur, c'est pareil, il change juste l'article 197 et il enlève cette disposition là, et puis basta. Et après, il peut changer effectivement la Constitution. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la Constitution, c'est un texte qui est à ce point important. En fait, il démontre davantage la légitimité d'un gouvernement à agir. Lorsqu'on modifie de manière
complètement illégal, la Constitution, c'est un truc qui devrait faire tilter. C'est pas, on peut violer une loi. Enfin, non, on peut pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins dans l'imaginaire collectif, c'est moins heurtant de violer une loi que de violer la Constitution. En fait, la Constitution, c'est un outil qui donne une certaine légitimité démocratique. C'est que chaque gouvernement doit respecter la Constitution. Donc ça a une fonction plutôt de légitimité démocratique. On ne touche pas à la Constitution parce que c'est le texte de base et qu'elle impose des règles de base. Mais s'il faut le faire, parce qu'il faut avancer et que c'est dans l'intérêt du pays, comme on l'a fait en 2012 avec la réforme de l'État, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'article 195. Et qui va vraiment s'en émouvoir? Personne. Personne s'en est vraiment ému, à part certains juristes dans la doctrine. Mais c'est tout. Mais effectivement, avec le cas d'un dictateur, là, si lui change la Constitution, ben, tout dépend de la légitimité qu'on donne à la Constitution et jusqu'à quel point il va et comment réagit l'opinion publique. Mais c'est vraiment ce rôle symbolique qu'a la Constitution qui peut en fait être violé, mais qui a surtout un rôle symbolique, quoi. Ok? En tout cas, ça c'est mon point de vue. Vous pouvez après avoir un autre point de vue. Mais en tout cas, moi, c'est la conclusion que je tire quand je vois toutes ces violations de Constitution par-ci par-là, c'est que voilà, c'est un outil symbolique, mais qui ne va pas empêcher au gouvernement d'avancer s'ils ont envie d'avancer. Ok? Ouais. Est-ce que vous pouvez juste expliquer l'article 195? Donc l'article 195, c'est juste en fait l'article qui permet la révision de la Constitution. Donc c'est les 3 étapes dont je te parlais. Ok, et du coup, il le modifie comme ça. Voilà. Ouais, en fait il faut 3 temps. 3 temps pour changer la Constitution. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié l'article 195 pour dire que ces articles-là qui n'étaient pas soumis à la déclaration, dans la première étape, ben, ils n'étaient pas en déclaration, mais c'est pas grave, on fait comme si en fait ils pouvaient les modifier. Donc il n'y a plus de 3 temps pour ces articles-là. Tu comprends? Ouais, sûr. D'autres questions? Non? Ok, alors là maintenant, je pense qu'on passe... Ah oui. Qu'est-ce qu'une coutume constitutionnelle? Donc là, on a quitté la Constitution. Ouais. C'est une norme constitutionnelle, donc de portée constitutionnelle qui n'a pas d'assise écrite, on va dire, en tout cas qui ne se retrouve pas dans la Constitution, mais qui a une certaine utilité pour l'application des normes qui, elles, sont écrites dans la Constitution. Ouais. Qui permettent qu'elles fonctionnent. Tout à fait. Et donc, quelles sont les conditions pour avoir une coutume constitutionnelle? Qu'elles soient utiles. C'est plus que ça. Ouais. Quelles sont les conséquences justement des normes constitutionnelles? Elle doit être une conséquence inéluctable des principes fixés par la Constitution. Ok? Conséquence inéluctable des principes fixés par la Constitution. Deuxième condition. Tu lèves la main ou pas là? Oui, enfin, qu'elles permettent comment dirais-je, un bon fonctionnement des institutions. Enfin. C'est ça. Qu'elle soit une condition indispensable au bon fonctionnement harmonieux des institutions. Ouais. Ça ne peut pas contredire les articles de la Constitution. Ah oui, certainement, puisque c'est une conséquence inéluctable au principe fixé par la Constitution, que c'est une condition harmonieuse, ça ne peut pas contrevenir aux dispositions écrites de la Constitution. C'est la logique, effectivement. Est-ce que vous avez des exemples de coutumes constitutionnelles? Ouais, Julien? Les affaires courantes? Oui, les affaires courantes, c'est effectivement une coutume constitutionnelle. Pour le fédéral, parce que pour les entités fédérées, c'est compris dans la loi spéciale. Mais oui. Que le Premier ministre démissionne à la suite des élections. Que le Premier ministre démissionne à la suite des élections. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il remette... comment dire? Oui, qui se... on l'a vu l'année passée en introduction de droit, je pense. Qui cède le pouvoir au nouveau gouvernement en place, quoi. Ah, je crois que tu vises le contre-seing de courtoisie. Voilà, c'est ça. Le contre-seing de courtoisie, effectivement, c'est lorsque le Premier ministre, lorsqu'un nouveau gouvernement est nommé, il faut que ce soit contresigné par un ministre, mais pourquoi un nouveau ministre? Donc c'est celui qui était en place qui contreseing l'arrêté de nomination des autres ministres qui vont arriver. Quoi d'autre encore? Ouais. Et les 60 jours? Les 60 jours, effectivement, on l'a vu, les 60 jours entre la loi d'assentiment et la ratification, pour permettre à un constitutionnel d'annuler une loi d'assentiment. Ouais. Et quand on nomme les ministres, il faut un informateur et un médiateur pour ça. Effectivement, ces procédures c'est plutôt le formateur en fait. Le formateur, c'est quelque chose qui répond à la logique constitutionnelle, qui est une coutume constitutionnelle. Le formateur est une coutume constitutionnelle. Par contre, informateur, explorateur, broussailleur, tout ce que tu veux, ça c'est pas de la coutume, c'est juste de la pratique, on essaie de trouver des solutions. Quoi d'autre encore récemment? Je dirais que c'est une des dernières coutumes constitutionnelles qui a été utilisée récemment. Ouais. Dans la formation du gouvernement, vous voulez dire? Ouais, dans la formation du gouvernement.
dans l'information du gouvernement, il y a à la fin, effectivement, je vous ai dit, donc il y a l'informateur, tu as raison, mais il y a encore après une nouvelle étape qui relève de la coutume constitutionnelle. Ouais. C'est pas que le formateur devient Premier ministre? Non, ça c'est. Oui, oui, formateur devient Premier ministre, mais ça on l'a déjà dit. En principe, oui. Quoique on pourrait avoir un formateur qui ne devienne pas Premier ministre, ça ne s'oppose pas à la Constitution, c'est pas vraiment une coutume constitutionnelle. Le fait qu'on ait un formateur, oui, une personne responsable qui prenne le lead, etc., oui, et qui remplace le roi dans ces fonctions-là, c'est normal. Que ce soit absolument le formateur qui devienne Premier ministre, je ne pense pas que ce soit une coutume constitutionnelle. D'ailleurs, ce n'était pas le cas. Parce qu'il y avait deux formateurs, il me semble, hein, et un seul Premier ministre. Quoi d'autre? Comment sont nommés les ministres? Qui les nomme? Le roi nomme les ministres. Est-ce que vous trouveriez ça normal que dans un État démocratique, le roi nomme ses ministres? Point. Punt and the lane. Ouais? C'est pas le roi qui nomme, enfin, c'est écrit, mais c'est pas lui qui fait, c'est plutôt le Premier ministre qui propose ses ministres. Donc le roi n'a qu'à contresigner. Oui, ok. Oui, c'est bien sûr une équipe, un cabinet qui nomme des ministres, mais après c'est le roi qui les nomme, effectivement. Mais c'est le roi qui est l'autorité pour le nommer. Ouais. C'est les présidents de parti qui désignent leurs ministres. Oui, mais ça, il pourrait être désigné par quelqu'un d'autre. Les présidents de parti, ça ne répond pas à un impératif constitutionnel que ce soit les présidents de parti qui décident. Ça pourrait être plutôt être le Parlement qui désigne directement les ministres. Et donc les ministres sont nommés par le roi, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que les principes de la Constitution soient respectés? On vit dans un régime démocratique. J'ai dit la réponse de la question. On vit dans un régime démocratique. Qu'est-ce qu'impose un régime démocratique? Une démocratie. Une démocratie, oui. Mais ça implique quoi en termes de. Qui devrait nommer normalement les ministres? Le peuple, c'est-à-dire. Le Premier ministre devrait re-signer après. Non, ça c'est ce qu'on a dit. Qui nomme donc les. Ouais. Les parlementaires, quand ils donnent la confiance. Voilà, c'est le peuple qui en fait donne un mandat à leurs parlementaires pour ensuite désigner un gouvernement. Or, dans la Constitution, jamais les parlementaires doivent approuver le gouvernement. Mais si ce serait complètement intolérable dans un système démocratique que seul le roi puisse désigner des ministres qui deviennent ministres, c'est pourquoi il est prévu une question de confiance. Une question de confiance qui est posée à la Chambre, et la Chambre, en donnant sa confiance ou non, investit vraiment le gouvernement de ses pleins pouvoirs. Ok, et ça c'est aussi la coutume constitutionnelle parce qu'on ne retrouve pas ça dans la Constitution. Ouais. Est-ce qu'il est déjà arrivé une fois que voilà, un gouvernement est formé et que quand il va devant le Parlement pour faire sa déclaration et que le Parlement lui refuse d'accorder sa confiance? Alors bonne question, effectivement tu demandes si un gouvernement a déjà été nommé par le roi mais qu'il n'a pas reçu la confiance du Parlement. Oui, c'est déjà arrivé dans des processus de crise, notamment quand on essaie de faire des gouvernements minoritaires pour essayer de trouver une solution à la crise. Après 40-45 par exemple, il y a eu un moment où l'unité nationale était terminée, ça bloquait après un mois et à l'époque c'était beaucoup un mois, et donc on a essayé de faire un gouvernement minoritaire pour en fait décanter la situation, mais ça a foiré, et du coup oui, en fait ça a foiré, tu sais pourquoi? Ça a foiré parce que c'était à cette époque-là le gouvernement SPAC, donc c'était socialiste, ils n'avaient pas la majorité, mais ils voulaient continuer à avancer pour que le pays puisse continuer à être géré, et en fait ils n'ont pas eu majorité de la deux voix près, parce que deux de leurs députés socialistes étaient partis à Liège en train, ils n'avaient pas loupé le dernier train, et donc ils n'étaient pas là dans la question de confiance, et ils n'ont pas eu la confiance. Et donc on a dû refaire un nouveau gouvernement. Mais oui, ça c'est déjà arrivé. Ok, maintenant on passe au contrôle. Oui, j'ai un petit cas pratique. Juste comment on dit ça encore, pour introduire le propos. Imaginez, vous vous présentez à des élections communales. Dans des élections communales, et vous perdez malheureusement, vous perdez par rapport à un autre candidat qui s'appelle Henri d'Orange-Nassau. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais. Introduire un recours parce que les Orange-Nassau sont interdits de fonction publique depuis le décret constitutionnel. Ouais, t'as introduit où ton recours? Mais ça, je dirais que je l'introduirai au Conseil d'État. Ouais, tout à fait, c'est une nomination. Oui, pour le contentieux électoral, c'est plutôt là qu'il faut aller. Ok, mais à ton avis, qu'est-ce que va faire le Conseil d'État? Je dirais qu'il va casser sa nomination, puisqu'elle est inconstitutionnelle. Ouais, mais alors elle devrait poser la question à qui si c'est inconstitutionnel? Est-ce que c'est au Conseil d'État à dire que c'est inconstitutionnel? Ah oui, non, elle devrait poser la question. Ah oui, c'est ça, le Conseil d'État devrait poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État devrait poser une question préjudicielle inconstitutionnelle, mais est-ce que la constitutionnelle a dans ses normes de référence les décrets?
Non. En fait, c'est un peu l'impasse, quoi. Tu ne pourrais pas le faire. Mais par contre, ce que tu pourrais invoquer, enfin, ce que Orange Nassau pourrait invoquer ensuite, si c'est pas possible, c'est la CEDH qui permet à toute personne de bénéficier un poste auquel il a été élu. C'est les élections libres et de la possibilité de se présenter, non pas par un nom. Ça, c'est une règle qui date de 1830. À une époque, justement, on était sous le joug des Orange Nassau. Ben, ça n'a plus vraiment de fondement actuellement. Mais il faudrait pouvoir changer le décret. Tout le monde s'en fout. Mais peut-être qu'un jour, un Orange Nassau se présentera et on verra ce qu'il en deviendra. Alors, pour le contrôle, il y a le contrôle dit préventif d'une part et le contrôle curatif de l'autre. Quelle est la différence entre les deux? Qui exerce le contrôle préventif? Ouais. La section de législation du Conseil d'État, quand une norme est prise, quand une proposition de loi est discutée ou un projet de loi. C'est ça, alors la section de législation du Conseil d'État est effectivement, exerce un contrôle dit préventif. Et dans quel cas il doit rendre en avis la section de législation? Quand c'est un projet de loi de manière obligatoire. Donc, le gouvernement doit obligatoirement envoyer son projet de loi C'est ça. À la section de législation. Par contre, si c'est une proposition de loi, il faut que la majorité, il me semble. Ouais, alors même pour être plus précis, c'est tous les projets de loi, de décrets et d'ordonnances, et tous les projets d'arrêtés. Okay, donc en fait, c'est tout ce qui émane du roi et du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça, à votre avis? Pourquoi est-ce que c'est obligatoire quand ça vient du roi, mais pas quand ça vient du pouvoir législatif sous le terme de proposition? Ouais. Parce qu'on a élu les parlementaires et le roi, le roi et le gouvernement, on n'a pas élu ces personnes-là. Exactement, c'est parce que le pouvoir législatif est en quelque sorte au-dessus du pouvoir, enfin même pas en quelque sorte, il est au-dessus du pouvoir exécutif, et que le pouvoir législatif, comme tu dis, il a été élu par le peuple, et donc il y a une légitimité démocratique plus importante, et donc ne nécessite pas ce contrôle tel que le roi devrait l'avoir. Ok. Et donc vous l'avez dit, c'est obligatoire pour ces cas-là, et c'est facultatif donc pour les propositions de loi, de décret et d'ordonnance. Qui peut demander au Conseil d'État de quand même rendre un avis? Ouais. Le président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée, qui d'autre? Quelqu'un à l'heure? 46. Ok, ouais, président de l'Assemblée, qui d'autre? À votre avis, même sans connaître le texte, à votre avis, qui pourrait, les députés veulent faire un projet de loi, par exemple sur l'avortement, qui pourrait demander un avis? Le président de l'Assemblée, ok, qui d'autre? Qui pourrait demander l'avis du Conseil d'État? Les parlementaires. Les parlementaires, donc les auteurs de la proposition. Qui d'autre encore? Et j'ai pas pris au hasard l'avortement. Non, pas toute personne concernée. Ce serait trop beau. Ouais? Est-ce que le Sénat aurait son mot à dire? Non. Un groupe linguistique, en fait. Oui, la moitié d'un groupe linguistique pourrait le demander. Et qui d'autre? Un tiers de l'Assemblée. Et pourquoi est-ce que j'ai abordé justement cette loi d'avortement? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé durant le mois de juillet? C'est passé quoi? Le CDH a fait. Le CDH, il me semble, ils sont pendant irlandais. CDNV. CDNV, voilà. On fait opposition à l'adoption de la loi qui dépénalise l'avortement sous. Il me semble que c'est. Je sais plus combien de semaines c'était. Mais donc, je sais plus combien de semaines c'était. Mais ils voulaient allonger du coup l'autorisation pour pouvoir. Tout à fait. D'abord, il faut bien avoir en tête pourquoi il ne faut pas demander l'avis du Conseil d'État. À quoi ça sert, à votre avis, d'abord de demander l'avis du Conseil d'État? Pour voir si le texte qu'on a fourni n'est pas anticonstitutionnel. Et si après, elle ne sera pas débattu. C'est ça. Est-ce que le texte respecte la hiérarchie des normes? Est-ce qu'il est bien torché? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans sa lecture, etc. Effectivement. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle on pourrait demander aussi l'avis. Mais là, ce n'est pas les auteurs qui vont le demander. C'est d'autres personnes qui vont vouloir torpiller le texte, par exemple. En disant, ah, mais même le Conseil d'État dit que ceci ne va pas, cela ne va pas, etc. Donc, quand tu passes dans le mode du Parlement, si tu représentes un tiers d'un groupe politique, tu peux être intéressé à demander un avis du Conseil d'État pour justement essayer de torpiller le texte et de dire, ben, pour telle et telle raison, ce texte-là, ça ne va pas. Mais là, ce qui avait été fait durant le mois de juillet, c'est qu'il me semble que à trois reprises, en fait, le CDNV, le CDH et l'NVA ont, puisqu'ils avaient un tiers de l'Assemblée, et même Van Belang, le Belang aussi, ont demandé à trois reprises à chaque fois l'avis du Conseil d'État. Alors que le Conseil d'État donnait à chaque fois le même avis.
Il disait ben oui, il n'y a pas de problème, ou ceci, cela. Et en fait, c'était juste pour ralentir la procédure législative, pour espérer qu'elle ne passe pas avant les vacances parlementaires et que le texte tombe. Enfin, qu'il ne soit plus question, qu'il devienne caduc en quelque sorte. Et donc, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont 3 fois, ils ont torpillé le texte pour qu'il ne passe pas avec une majorité à la Chambre. Donc un tiers a pu faire, c'est ce qu'on appelle la piraterie parlementaire. Est-ce qu'on appelle ça piraterie parlementaire? Non, c'est un autre terme. J'ai oublié. La flibusterie parlementaire. La flibusterie parlementaire. Dans le même, Ouais, même dans le même registre. Flibusterie. T'as jamais entendu flibustier? Tu vas appeler des amis comme ça, c'est très tendance. Flibustier. Et ouais, c'est la flibusterie, c'est genre une piraterie, quoi. C'est genre essayer de retarder la procédure pour en fait arriver à des fins politiques, quoi. Mais qui sont détournées de la fonction même du Conseil d'État. Ouais. Mais c'est pas contraire de faire ça? Non, tous les textes, c'est pas contraire, tous les textes sont respectés en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça la flibusterie, c'est utiliser un outil à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été établis, ces outils. Ok. Et vous avez dit que c'était pour ralentir la procédure, pour qu'elle sorte hors du délai, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'on arrive aux vacances parlementaires, comme ça, on se permettait en fait, c'est pas que le délai caduc, parce que le caduc, il me semble que c'est juste à la fin de la législature, là, c'était pas à la fin de la législature, c'était avant les vacances parlementaires, mais pour espérer en fait qu'un gouvernement se forme avant, et que, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de gouvernement, et on se demande, donc on essayait en fait d'avoir une majorité parlementaire pour voter l'avortement, mais le CDNV disait en gros, non, si vous votez ça, nous on ne fait pas partie du gouvernement. Et donc, en fait, le CDNV avait les boules que ça passe avant qu'il puisse intégrer le gouvernement. Parce que maintenant qu'il est dans le gouvernement, l'accord du gouvernement dit en tout cas que cette question-là, toutes les questions éthiques devront faire l'unanimité au sein du gouvernement. Et que la question d'avortement sera en commissionné, ça veut dire qu'une commission va retraiter le truc. En gros, on peut y croire ou non, mais moi, mon sentiment profond, c'est qu'en fait, on a enterré le dossier parce que jamais le CDNV va accepter d'allonger le délai d'avortement, ou bien, le texte a un peu changé, mais en tout cas pas allonger de 12 à 18 semaines. Ça, je pense qu'il faut rêver, il a conditionné sa participation au gouvernement en disant, ok, mais dans l'accord gouvernement, on dit bien qu'il faut l'unanimité de chaque partenaire pour pouvoir trancher les questions éthiques. Ok, donc là on s'est un peu écarté. Oui, est-ce que les avis du Conseil d'État sont contraignants ou pas? Ouais. Non, ils donnent juste un avis, on le prend en compte ou pas. C'est ça. Mais parfois ils peuvent dire ça c'est. Enfin, on vous conseille vraiment, c'est pas bon. Oui, ça reste toujours un avis, mais par contre il y a un cas effectivement. Ouais. C'est quand la proposition ne respecte pas les compétences de chaque entité fédérée. C'est ça, quand il y a un excès de compétences, il renvoie le texte au comité de concertation. On a déjà abordé ce qu'était le comité de concertation, donc c'est un organe qui réunit des ministres du fédéral de chaque entité fédérée de manière paritaire linguistiquement et en termes d'entité fédérée et fédérale. On a 6 fédéraux et 6 entités fédérées, et c'est eux qui tranchent ou pas s'il y a un problème ou pas. Ok, ça c'est contrôle préventif, curatif. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un excès de compétences? Il le renvoie au comité de concertation. Alors là, on a vu le contrôle préventif. Maintenant, le contrôle curatif, c'est quoi, en gros? Par exemple, ce que la Cour constitutionnelle fait, elle fait annuler ce qui est non conforme à la Constitution. Ouais, c'est ça. Cour constitutionnelle. Quoi d'autre? Section de contention administrative du Conseil d'État. Ouais, quoi d'autre encore? Les cours et tribunaux aussi. Les cours et tribunaux, par exemple, l'arrêt de ski. Ou l'article 159 de la Constitution. L'article 159 de la Constitution, c'est un article important. C'est l'article qui permet quoi? C'est pas l'exception d'inégalité? Ouais, c'est ça. Contrôle par exception, droit d'exception. Que tous les. Allez, que. Je pense que les trucs exécutifs. Les exécutifs. Qui peuvent être écartés par rapport à la loi. C'est ça. Le juge peut écarter une norme du pouvoir exécutif si elle est contraire à une norme supérieure. Ok. Ça, c'est l'article 159 de la Constitution, c'est important. Et petit mémo technique, c'est sur votre clavier numérique, c'est la petite diagonale, un 5 là. Ok. Il est quelle heure? Bien. 53, ok, on continue. Ok, donc ça c'est curatif, préventif. Maintenant, par voie d'action, par voie d'exception. Exception, on vient de le dire, c'est par exemple l'article 159 de la Constitution.
c'est un contrôle qui est dit diffus. Ok, c'est quoi en fait, en d'autres termes, c'est quoi le contrôle d'exception en fait, de manière plus générale. Ok, on a un exemple, c'est 59C de la Constitution, mais. Ouais, tu lèves la main? Vas-y, c'est. C'est l'avis, un avis, C'est l'avis que la section contentieux est passée. Non, non. Contrôle par voie d'exception, c'est. Là, j'oppose le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception. Quelle est la différence entre les deux? Et effectivement, on a juste vu, je l'ai déjà dit, je vous ai spoilé, je vous ai dit que l'article 159C de la Constitution était un contrôle par voie d'exception. Donc, quelle est la différence entre action et exception? Pour le contrôle par voie d'exception, il me semble que la Cour ne tient pas compte de la norme illégale, mais n'est pas habilitée à la modifier. Donc, contrairement à la Cour constitutionnelle qui pourrait modifier une norme constitutionnelle qui ne serait pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il y a encore un peu trop d'imprécision, mais la différence, c'est un contrôle diffus et contrôle d'exception, contrôle d'action. Contrôle d'action, c'est on va annuler une norme. La Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État va annuler une norme, et donc ça va avoir un effet erga omnes, qu'on dit, pour tout le monde. Tout le monde va être touché. Tandis que, dans un contrôle d'exception, c'est pour une application bien concrète. On applique l'article 159C de la Constitution, et c'est dans un litige bien concret qu'il va falloir que vous preniez parti. Ok, donc on ne va pas annuler la norme, on va juste l'écarter. Ok, et puis dernier point, contrôle politique vs contrôle juridictionnel. Contrôle juridictionnel, c'est ce qu'on vient de voir. Vous avez en tête des contrôles politiques? La tutelle des régions, peut-être? Oui, en soi, c'en est un, c'est un contrôle politique, ouais, tout à fait, t'as raison, moi je trouve. Ouais. L'opposition? Là L'opposition? Oui, mais c'est pas vraiment un organe, c'est plus un rapport de force politique. Il n'y a aucun texte juridique enfin, c'est un rapport de force politique qui est sous-jacent. Aucun texte constitutionnel permet d'avoir, qui consacre l'opposition comme contrôle politique. Ouais. Le contrôle qu'a les ministres sur le roi, le fait de pouvoir répondre à son. Non, ça n'a pas de contrôle des ministres sur le roi. Par contre, le comité de constatation, par exemple, peut avoir un contrôle politique. On va aussi voir dans le cas de Bruxelles qu'il y a un contrôle politique qui s'exerce. Pour la semaine d'alarme culturelle aussi, pour la semaine d'alarme culturelle, idéologique et philosophique, il est possible lorsque une portion d'assemblée, je crois que c'est un quart de l'assemblée d'une entité fédérée, considère qu'on violerait, c'est ça, un quart du Parlement, de dénoncer un texte qui contreviendrait à une idéologie ou enfin, qui serait discriminatoire. Et du coup, le texte est porté au collège des présidents, c'est les présidents en fait, du Sénat, de la Chambre et d'entités fédérées, la communauté française et la communauté flamande, pour être précis. Et eux vont trancher ensuite politiquement pour savoir si effectivement il y a une violation discriminante ou pas. Ok? Est-ce que vous avez des